Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Ce samedi 26 mars, le Mali va commémorer le 31e anniversaire de la révolution populaire qui a renversé la dictature de général Moussa Traoré et instauré la démocratie dans le pays. En 31 ans de démocratie, le pays a connu 3 coups d'État. Comment en sommes-nous arrivés là? Peut-on toujours parler de démocratie au Mali? Quels sont les acquis démocratiques? Sont-ils menacés? Démocratie au Mali, quel bilan après 31 ans? Harouna Bari, ancien membre de l'Union nationale des élèves étudiants du Mali et président d'honneur de l'AMSUNEM, Perignama Silla, membre de Kenedougou Forum et d'Espoir Mali Croix, et Fatoumata Zahra Traoré, membre de l'association Démocratie 101, sont nos invités pour parler de ce thème. Je suis Sekou Gadjigo pour modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, 31 ans après avoir dit non à un régime militaire, le Mali est encore sous une transition dirigée par un militaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Harouna Bari? Harouna. Je vous remercie pour cette invitation. En ce moment où vous me donnez la parole, je pense, et pour les rendre hommage, à tous nos camarades qui ont été emprisonnés, bastonnés, certains sont morts. Je pense également à toutes ces symphonies inachevées, ces jeunes gens, ces jeunes élèves, ces jeunes étudiants qui, après l'UNEM, dans le cadre de l'AIM, dans d'autres associations démocratiques, se sont mobilisés et qui ont péri pour le Mali. 31 ans après, on est toujours obligé de les rendre hommage parce que justement nous leur devons cela. Ils font partie des meilleurs Maliens. Quand on est capable de donner sa vie pour sa nation, on est forcément parmi les meilleurs Maliens. Ceci dit, moi je voudrais élargir un peu la question. De 1960 à nos jours, nous avons connu 3 républiques. La toute première de 60 à 108, la seconde de 119 à 91, donc la deuxième, pas la seconde. La troisième, nous y sommes actuellement. Ce n'est pas le plus bizarre, nous avons connu 4 régimes d'exception. Du 19 novembre 108 au 30 mars 1979, on était dans un régime d'exception. Quand bien même la Constitution du 2 juin 1974 a été soumise à référendum, mais elle n'a été mise en application réellement qu'à partir de l'officialisation de l'UDPM et tout ça. Donc, premier régime d'exception sous le CMLN. Deuxième régime d'exception du 26 mars 1991 au 8 juin 1992, qui correspond au règne du CTSP. On a connu un éphémère régime d'exception sous la direction de Aya, je ne sais pas si je dois dire le général, ou en tout cas de Amadou Aya Sandogo, qui correspond au CNRDRE. Et nous sommes dans un régime d'exception aujourd'hui. Ça fait 4 régimes d'exception. Il faut ajouter à cela que nous avons connu 4 rébellions. 63-64, 90 jusqu'à, je pourrais dire 96, 2006 et depuis 2012. Oui, mais depuis que la démocratie multipartite a commencé, nous sommes à 3 coups d'État. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai élargi la question. L'instabilité que vous ciblez n'a pas commencé avec la démocratie. Donc forcément, il faudra élargir le débat pour en cerner tous les aspects. Mais je ne fais pas la discussion sur l'instabilité sous le régime démocratique. Mais je voudrais dire cela pour qu'on comprenne que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec la démocratie. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond qui est structurel.
en le prenant dans une lecture synchronique, sans en avoir la lecture diachronique qu'il faut, on se prive de certains éléments d'analyse. D'accord. Alors maintenant, pour revenir à votre question, ce qui n'a pas marché, c'est que nous avons fait une démocratie sans le peuple. Le peuple s'est soulevé et je dis, un beau combat, une belle épopée, 23 ans durant, un combat multiforme, légal, semi-légal, illégal, associatif, partisan, médiatique, sous toutes les formes, même dans le domaine du sport. Il y a eu de la résistance pour la démocratie. C'est une belle épopée. Voulez-vous dire aujourd'hui que ces idéaux qui ont prévalu à cette révolution ont été trahis? J'en arriverai. Je sais pas, vous ne me tirez pas le verre du nez, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu un très beau combat qui a débouché sur le 26 mars. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes allés à la démocratie avec une lecture de la démocratie. Et cette lecture avec le recul, d'ailleurs certains depuis le départ l'avaient compris, mais cette lecture avec le recul nous montre aujourd'hui toutes ses limites. De quoi s'agit-il? Nous avons dit le multipartisme intégral, on l'a. Le pluralisme syndical, on l'a. Le pluralisme médiatique, on l'a. Liberté d'expression, liberté d'association, on a tout ça. Mais pourquoi ne limitons pas la chose seulement à cette période? Pourquoi il y a toujours une instabilité? Ça veut dire que les questions essentielles de la démocratie, telle qu'est posée par le mouvement démocratique, telle qu'est assumée par la révolution populaire du 26 mars, n'ont pas été suffisamment prises en compte dans la gestion de post-révolutionnaire du 26 mars à nos jours. D'accord, nous allons vous redonner la parole tout de suite pour que vous nous dites peut-être pourquoi ces questions n'ont pas été prises en compte. Madame Fatoumata Zahra Traoré, vous êtes de l'association Démocratie 101. Aujourd'hui, les raisons évoquées par Harouna Bari pour expliquer ces différentes ruptures constitutionnelles qu'on a connues depuis l'avènement de la démocratie, est-ce que vous êtes d'accord avec ces raisons-là? Le fait que des questions n'ont pas été prises en compte? Oui, je le rejoins quelque part. Peut-être pas sur tous les plans. Déjà, il y a une question qui devrait, selon moi, être réglée depuis fort longtemps. C'est est-ce que nous nous sommes bien imprégnés de cette démocratie depuis la base? Qu'est-ce qui fait défaut? Comme il a eu à le dire, il y a eu 23 ans de combat et jusqu'à présent, ça continue 31 ans. Il n'y a pas eu de changement, mais c'est quoi la racine? C'est quoi la base? Qu'est-ce qui a été le problème? Et là, moi, je dirais tout simplement un mimétisme institutionnel. Quand on prend quelque chose qui ne nous appartient pas forcément, qu'on amène chez nous pour un changement et un développement de notre communauté, je pense qu'il faudrait certainement l'adapter à nos réalités, à nos institutions qui existaient d'avant. Et donc, je me suis dit, peut-être depuis la base, il y a eu ce défaut d'hybridation, si je peux le dire ainsi, qui n'a pas forcément marché avec la démocratie malienne en particulier. Et donc, pendant fort longtemps, certes, il y avait des combattants qui étaient là, qui se sont battus pour une démocratie parfaite, chose qui n'est pas forcément vraie, je dirais ainsi, parce que même les pays les plus démocrates ne sont pas arrivés à un certain stade de démocratie. Mais je me dis qu'il y avait un certain processus, comme il a eu à le dire, à suivre, qu'on devait respecter. Et si on n'a pas un peu sauté sur des pas ou des lignes, je pense qu'il est temps, maintenant après 31 années, qu'il n'y ait pas de... Il y a eu un bilan, il y a eu des combats, il y a eu de l'évolution, mais jusqu'à présent, on est toujours dans la transition. Donc, les coups militaires sont toujours là. D'accord. Pérignama Silla, comment expliquez-vous ces nombreuses interruptions constitutionnelles depuis l'avènement de la démocratie en 91? 3 coups d'État. Nous sommes actuellement sous une transition dirigée par un militaire. Non, je crois qu'il y a plutôt 2 coups d'État sous la Troisième République. Mais ces coups d'État, pour moi, il s'explique facilement. C'est-à-dire qu'il y a une attente du peuple qui est à chaque fois trahie, qui est trahie constamment.
Parce que notre système démocratique est un système dominé par l'étranger. Nous avons des gens qui dirigent et qui obéissent à un agenda de l'étranger. Ils ne sont... leur préoccupation fondamentale, en tout cas dans leur gestion quotidienne, n'est pas de résoudre les problèmes du peuple, mais d'obéir aux injonctions de l'étranger, telles que la Banque mondiale, telles que la France, telles que le FMI. Je peux vous donner un millier d'exemples concrets. Par exemple, pour prendre le plus simple en nous, près de nous, en 2012, quand il s'agit de faire face aux terroristes, aux djihadistes, des dirigeants ont cru bon de faire appel à la France pour venir, soi-disant, libérer le pays et consolider l'unité nationale. La France est intervenue avec l'agenda de diviser le pays. Donc, je peux dire que la révolution du 18 août 2020 est une révolution anti-française, anti-domination française. Même si les dirigeants du mouvement, qui sont d'une manière ou d'une autre liés à la France, n'ont pas voulu assumer ce volet anti-impérialiste français. Je me suis entendu dire que pendant les manifestations, les gens avaient pour mot d'ordre de ne pas s'attaquer à la France. D'accord, mais avant de continuer, comment se fait-il que des dirigeants élus par un peuple puissent se mettre au service de l'étranger, comme vous le dites? Est-ce que la faute n'incombe pas quelque part à ce peuple-là aussi qui s'est battu pour la démocratie? La faute n'incombe pas au peuple. Le peuple ignore les réalités politiques. Le peuple n'est pas éduqué, formé politiquement. La faute incombe à ce que j'appellerais une élite révolutionnaire qui devrait prendre en charge le combat du peuple, éduquer le peuple pour amener le peuple à prendre son destin en main. Donc si je vous comprends bien, nous n'étions pas prêts pour la démocratie. Le peuple n'était pas prêt pour la démocratie. Le peuple n'était pas bien préparé pour la démocratie. Nous-mêmes, nous n'étions pas bien préparés pour la démocratie. Le camarade Barry a évoqué ici Victor Sy. Quand le mouvement insurrectionnel a commencé en 90-91 contre Moussa Traoré, je me souviens, je n'oublierai jamais ça, Victor Sy disait « mais vous allez trop vite ». Parce que, écoutez, les mouvements sont nés en septembre, au bout de 6 mois, Moussa Traoré a été renversé. Le peuple ignorait les acteurs politiques. Les acteurs politiques eux-mêmes ne se connaissaient à peine. Quel était le programme des acteurs politiques? Mais c'est exactement la même chose qui s'est passée en 2020. Espoir Malikoura, dès qu'il est venu sur la scène publique, le 14 mai 2020, a demandé la démission immédiate d'Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, mais la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta ne constitue pas en soi un programme. C'était facile de faire partir IBK. Mais maintenant, s'entendre sur quoi? C'est ça le problème. D'accord. Monsieur Barry, est-ce que vous êtes d'accord avec son raisonnement quand il dit que le peuple n'était pas préparé pour la démocratie? Oui, il l'a dit, mais ne lui fait pas dire ce qu'il n'a pas dit. En fait, vous voyez... Mais je pense que c'est ce qu'il a dit. Oui, non, attention. Non. Voilà. Tu vas. En réalité, voici ce qui se passe. Un mouvement révolutionnaire, on ne vous l'apprend pas, vous le savez, et ça c'est connu internationalement, est initié par des organisations, par des hommes. Et par nature, les organisations révolutionnaires ne sont pas des organisations populaires comme pourraient s'en réclamer l'UDPM. Non. Et donc, ceux-là qui ont travaillé dans la clandestinité à cause de la répression, parce qu'ils n'avaient pas la liberté d'expression, la liberté d'association, ceux-là savaient où partir. Et même entre eux, il y avait d'énormes problèmes. Ça s'est manifesté après, ceux qui sont arrivés pour gérer, ceux qui ont été exclus, ceux qui ont été associés et tout ça. Alors, ceci dit,
Deux choses sont ressorties tout à l'heure. Le mimétisme institutionnel et la question des soldats. Le patriotisme n'est pas civil, n'est pas que civil. Il est aussi, il doit être aussi militaire. Ne faisons pas comme si seulement les civils qui sont des patriotes, les soldats. Non, chaque fois qu'ils ont le pouvoir, c'est pour retarder le pays, c'est pour mettre tout le monde en prison. On a connu des régimes militaires réactionnaires, on a connu des régimes militaires révolutionnaires, des régimes militaires patriotiques. Première chose. Deuxième chose, il y a véritablement un mimétisme institutionnel. Moi, j'ai parlé tout à l'heure d'ingénierie de la démocratie. Nous avons tout copié de l'Occident. Et si vous reprenez le discours de Mitterrand à la Baule, il a dit, quand je parle de démocratie, j'entends pas. Il a cité. Et ce sont ces éléments-là que Mitterrand a cités qui constituent, n'est-ce pas, si tu veux, le terreau sur lequel s'est élevée notre démocratie. Qu'avons-nous fait? Nous avons fait des copier-coller. Excuse-moi, je pense que les juristes ne l'entendront pas. De toutes les sciences sociales en Afrique, le droit est la seule science qui n'a pas encore réussi à s'acclimater réellement. Tout ce qui n'est pas dit en France, tout ce qui n'est pas écrit en France, tout ce qui n'est pas dit dans le fameux système des Nations Unies, ou tout ce qui n'est pas dans le système napoléonien, tout ce qui, excusez-moi, n'est pas valable. Or, disons-le très honnêtement, la démocratie telle qu'il la conserve chez eux, d'abord, intrinsèquement parlant, c'est pas ça la démocratie. En Occident, les peuples sont exclus du pouvoir. Il a parlé de démocratie bourgeoise tout à l'heure. En Occident, les pauvres sont exclus du pouvoir. Ceux qui dirigent sont au service, je n'aurais pas dit d'opérateurs économiques, en tout cas du capital, disons plus simplement. D'accord? Et ça crée des situations. Il n'y a pas loin les gilets jaunes en France, on a vu. On peut prendre d'autres exemples. Oui. Chez nous, le problème se pose fondamentalement. Aujourd'hui, nous avons deux Mali. Je ne parle pas du Mali du Nord, du Mali du Sud, non. Ça, c'est une création de la France. Si le débat le permet, on va le démontrer. Il l'a dit tout à l'heure, la France avait un autre. Quels sont ces deux Mali-là? Les deux Mali que nous avons aujourd'hui, c'est le Mali légal, le Mali des textes, le Mali de la fameuse démocratie, et le Mali réel dans lequel les populations se trouvent. D'accord. Et les populations ne se retrouvent pas dans le Mali légal. Et le Mali légal est coupé du Mali légitime, du Mali réel. Moi, je voudrais revenir à ce mimétisme-là dont vous parlez tout de suite. Cette rupture, s'il vous plaît. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas responsable de ça? Très bien. Vous, en tant qu'acteur démocratique, très bien. Que vous êtes battu pour l'avènement de cette démocratie. Et c'est là que je vais rejoindre le camarade Perignama tout à l'heure, quand il a dit que notre démocratie est pilotée, animé par des hommes qui prennent sous la dictée des instructions, d'ailleurs, pas tous, heureusement d'ailleurs, mais majoritairement. Il faudra développer cet aspect en disant quoi? Que même sur le plan du paradigme, sur le plan du modèle de démocratie, sur le plan de la pensée politique, sur la démocratie, nous copions. Nous copions. Donc, on est allé dans ce sens, c'est vrai. C'est vrai. Nous avons notre part de responsabilité. Mais tu sais, un mouvement démocratique, un mouvement populaire, c'est aussi cela. Ce n'est pas toutes les convictions, ce n'est pas toutes les visions qui triomphent mêmement au même moment et qui sont mises en œuvre en même temps. Il y a un courant qui a triomphé dans le mouvement démocratique, qui a sa vision de la démocratie, qui a fait ce qu'il a pu faire. Alors, mais le débat, ce n'est pas que est-ce que nous avons fauté, est-ce que nous n'avons pas fauté, mais plutôt que une certaine vision de la démocratie a
plus a prévalu à partir du 26 mars 1991, cette démocratie-là est une démocratie fondée sur le mimétisme institutionnel intellectuel. Cette démocratie est une démocratie du copier-coller. Vous ne pourrez pas faire la démocratie dans les langues étrangères. Vous parlez pour qui? Vos textes sont en français. Le peuple, lui, ne comprend pas français. Et vous prétendez dire que nul n'est censé ignorer la loi. Vous faites la démocratie au nom de qui? D'accord. Le concept de la démocratie doit être revu pour l'adapter aux réalités du pays. C'est ce que pense Dr Abdoulaye Sall, ancien ministre. Je vous invite à l'écouter. Dr Abdoulaye Sall, ancien ministre et membre de CRI 2002. De la démocratie, pouvoir du peuple, parce que la liberté d'expression, de la co-construction de l'état de droit en marche. Mais nous avons buté, il faut le dire, sur les deux autres segments de cette définition de la démocratie. Pouvoir du peuple, par le peuple. Par le peuple, c'est à travers des élections qui doivent être des élections régulières, transparentes, crédibles. Nous avons buté à plusieurs reprises par rapport aux tenues régulières des élections dans notre pays. Mais maintenant, le troisième segment qui est, et pour le peuple, ça veut dire qu'après les élections, le peuple doit se saisir de son pouvoir de contrôle citoyen. Nous pouvons dire que les citoyens n'ont pas joué leur rôle et que les élus aussi n'ont pas joué leur rôle de redevabilité vis-à-vis du peuple du Mali. Nous devons tirer les enseignements de ces 30 années d'expérience démocratique pour pouvoir aller de l'avant. Fatoumata Zahra Traoré, êtes-vous d'accord avec son analyse qu'on a réussi un premier segment qui est le pouvoir du peuple, mais les deux autres, on n'a toujours pas réussi. Le pouvoir par le peuple et pour le peuple. J'allais en revenir, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple, déjà, je dirais que les élections sont déjà là, on met en place un président. Ça, c'est une réussite? Ça reste à voir, je viens. je viens. Déjà, on le dit, hein, j'aimerais juste rebondir sur des questions qui avaient déjà été annoncées par M. Silla. Disons que la France, le rôle de la France en tant que telle et nous. Moi, je dirais, comme on le dit très souvent, ne te demande pas ce que ton État peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour cet État. Moi, je pense que là où on est actuellement, il n'est plus question d'accuser qui que ce soit. Parce qu'arrivé à un certain moment, ça a fait aussi défaut. Donc, je pense qu'il est vraiment temps pour nous, Maliens, de prendre conscience de cette démocratie. C'était là. On a eu, je pense, la charte de Kourgan-Fouka qui initie et met en place une démocratie, si je peux le dire ainsi, en droit de l'homme. Donc c'était déjà là, ça marchait pourtant. Mais c'est le fait qu'on a peut-être pris d'un autre endroit, qu'on a ramené chez nous, qui a fait défaut. Quand le docteur dit que le pouvoir du peuple, c'est là, on a élu des présidents aujourd'hui qui n'ont pas accompli leur mission à 100%. On est revenu encore pour faire des manifestations pour qu'ils puissent quitter le pouvoir et tout. Quelque part, là, je dirais qu'il y a des avancées, mais pas comme il le faut. Parce que jusqu'à présent, je reste sur cette position de dire que la démocratie a été mal comprise par les Maliens. Sinon, je pense qu'on n'allait pas arriver à ce stade-là aujourd'hui. À qui la faute? Je dirais nous, puisque le pouvoir nous appartient, puisque le pouvoir est à nous. J'accuserais plutôt nos ancêtres, nos anciens, qui n'ont pas pu mieux communiquer ce système comme il le fallait. Parce que, comme il l'a dit, discours de la boule avec Mitterrand, ça n'a pas obligé un Malien à partir vers la démocratie. Mais ça a incité. Et c'était pour des raisons valables pour le Mali. Et partant dans ce sens, on l'a accepté. On devait plutôt mieux communiquer la démocratie, aux Maliens. Il fallait qu'ils comprennent, qu'ils s'imprègnent et qu'ils développent au fur et à mesure en fonction de leur société. Si cela n'a pas été le cas, je dirais qu'il est temps pour nous d'assumer et d'avancer. Péria Massila, êtes-vous d'accord que le concept a été mal expliqué aux Maliens et c'est ce qui nous a conduit ici aujourd'hui? Le concept de démocratie, pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Oui. Bon. Vous savez, moi, je pense que le problème de la démocratie, ce n'est pas une explication de concept. C'est surtout vraiment la marche de la société, une question des rapports de force. Parce qu'en réalité, pour en revenir, tout montre que depuis 1991, nous sommes dans un système démocratique dont on est fier.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut empêcher les Maliens de dire ce qu'ils pensent, de s'associer et de compétir pour le pouvoir politique. La question n'est pas là. La vraie question, c'est que qu'est-ce que cette démocratie nous donne? Qu'est-ce que cette démocratie nous donne? Par exemple, le président Alpha Omar Konaré, Dieu seul sait que je n'ai jamais été partisan du président Alpha. Mais en 1994, il a fait voter une loi, un code minier, disons, il a fait prendre en Conseil des ministres un projet de code minier qui donnait au Mali 40% sur les exploitations minières. Donc, comme le Conseil des ministres, c'est le mercredi. Entre-temps, la Banque mondiale a bloqué tous les financements du Mali. Parce que, pour eux, l'or du Mali, il faut que les multinationales, telles que la SFI, Société financière internationale, qui est une société française, il fallait qu'eux, ils puissent tirer des bénéfices juteux de ces exploitations-là. Donc, ils ont obligé le gouvernement malien à ramener la part du Mali. Le mercredi suivant, le Conseil des ministres était obligé de revenir sur sa décision. Mais vous croyez que dans un pays où il y a la misère, vous avez beau élire les hommes les plus parfaits du monde, là, au bout de quoi ils seront chassés? Parce que la démocratie, ce n'est pas le partage de la misère. La démocratie, c'est la prospérité. C'est vraiment résoudre les problèmes des gens. Pourquoi les Occidentaux se font passer pour un modèle de démocratie? Parce qu'ils pillent les autres, tous les autres peuples de la planète, et les ressources de ceux-ci, ils vont financer la prospérité chez eux. Et même si les gens ne sont pas toujours, les masses ne sont pas toujours, comment dirais, dans l'aisance, il y a le minimum vital qui est assuré chez eux. Alors que chez nous, rien n'est assuré. Aucune démocratie ne peut prospérer dans la misère. Moi, je veux dire que oui, nous sommes en démocratie. Toi, tu es là, je meurs de faim, je ne peux pas me soigner, mes enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et vous croyez que je vais dire que je suis fier de mon gouvernement? Mais est-ce que cette misère, quelque part, nous n'en sommes pas responsables aussi quand on regarde la gouvernance? Nous ne sommes pas responsables parce que nous sommes dans un système de domination. Ce que nous devons faire, c'est de nous organiser pour briser les chaînes de la domination. C'est là le rôle des hommes politiques d'avant-garde. D'accord. Harouna Bari, peut-on parler maintenant des acquis? En 31 ans, quels sont les acquis? Il y a des acquis indéniables. Indéniables. C'est-à-dire que nous nous battions, et ça peut paraître aujourd'hui minimal, peut-être même anecdotique. Je disais à une de vos consoeurs que dans les revendications de l'UNEM, la charte du 23 février 1973, l'Union nationale des élèves étudiants du Mali. À l'époque, c'était l'Union nationale des étudiants du Mali. Des étudiants du Mali. Dans cette charte de l'étudiant, il était demandé la création de l'Université du Mali. Aujourd'hui, si on dit ça aux jeunes, ça peut leur paraître anecdotique. Comment peut-on revendiquer la création d'une université? Mais c'est parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de volonté politique d'en créer, que les étudiants de l'époque en ont fait une revendication. Aujourd'hui, il y a combien d'universités? Combien d'universités sont en projet et en construction? Pour dire que les revendications de l'époque, liberté d'expression, liberté d'association, liberté de manifestation, liberté de création de partis, liberté syndicale et tout ça, ça c'est des choses qui sont aujourd'hui acquises. Personne, il n'est dans le pouvoir de personne de remettre cela en cause aujourd'hui, sinon les mêmes batailles qui ont lieu de par le passé auront lieu. Mais pourquoi malgré ces acquis, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux choses ici à prendre en compte. Les élections, c'est un des principes de la démocratie, des élections libres et transparentes, comme ils le disent. Même ceux eux, ça ne l'est pas. Je dis même ceux eux, ça ne l'est pas. Chez nous, comment se font les élections? Nous sommes dans des pouvoirs plutocratiques, dans des pouvoirs censitaires. Ceux qui ont les moins créent les partis, les font fonctionner,
souvent sous la forme de GIE, entretiennent une clientèle pour que les gens aillent voter pour eux. Les plus rusés ne créent pas de parti, ou en tout cas créent des partis, ne les entretiennent pas, ne les font pas fonctionner, pas d'éducation civique, pas d'éducation citoyenne. À la porte des élections, ils sont candidats et c'est à coût de 2 000 francs, à coût de 5 000 francs qu'on règle, qu'on achète les voix. Sans compter qu'il y a comme une sorte de tamisage. Pour être candidat, il faut passer par une série d'examens qui n'échappent pas du tout au maître du monde. Qui n'échappent pas du tout au maître du monde. Ils appellent élection démocratique libre et transparente. Quand c'est les hommes, leurs choix qui sont élus, et on fait en sorte que les autres se taisent, quoi. Ça s'est bien passé, taisez-vous. Et c'est eux qui proclament que les élections se sont bien déroulées. Je rappelle simplement la déclaration de Nicolas Sarkozy proclamant Alassane Dramane Ouattara, élu avant même que la Commission nationale ne proclame ses résultats. D'accord. S'il te plaît. Donc, une démocratie fondée sur le pouvoir censitaire, sur la plutocratie, ne peut pas ne pas exclure le peuple. Même si on fait 10 000 élections en 10 000 jours, vous ne parlez pas de démocratie. Le second aspect de mon intervention, c'est pour te dire que, encore une fois, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas seulement un mimétisme institutionnel, il y a un mimétisme intellectuel. Est-ce qu'il y a que la démocratie telle que ça nous est venu de l'Occident? Il y a plusieurs types de démocratie. Grosso modo, on parle de démocratie bourgeoise, de démocratie prolétarienne, démocratie nationale, démocratie populaire, etc., etc. Et donc, il y a plusieurs types de démocratie. Celui que nous avons adopté, qu'on nous a imposé, c'est pas seulement nous, hein, nous avons notre part de responsabilité, mais l'extérieur aussi. Il l'a dit tout à l'heure, a les moyens de nous en imposer. Vous avez été manipulé? Ce type de démocratie, peut-être pas manipulé, mais on peut faire face à des rapports de force tels qu'on ne peut pratiquement rien. Des deux choses l'une. Vous êtes jeune, mais je vais vous dire que le mardi 19 novembre 1968, le jour où Moussa Traoré faisait son coup d'État criminel contre Modibo, le président Modibo Keïta, il y avait plus de billets de francs maliens dans les banques à Abidjan, à Dakar, qu'à Bamako. Donc en plus du blocus politique, du blocus économique, qui a créé une crise sociale, où on se mettait devant les coopératives à 4h, 5h du matin, 3h du matin pour avoir 5 kilos de riz, on avait créé une crise fiduciaire, un manque de billets de banque en circulation, pour faire chuter le président Modibo. Et les gens se sont levés pour dire quoi? Oui, nous n'avions pas de riz, liberté, 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 en 68. Donc pour dire que ces gens-là sont organisés, il y a des rapports de force créés, tant au niveau national qu'international, pour bloquer toutes les initiatives qui consistent à prendre en compte les questions posées par les populations pour leur bonheur. Et quelquefois, quand on ne réussit pas, on assassine. D'accord. S'il te plaît, Sankara, assassiné, Lumumba, assassiné, Modibo, chuté, Nkrumah, chuté, etc., etc. Oui. Et même Kadhafi, assassiné. Regarde, généralement, ceux-là qui travaillent pour les intérêts des populations, on les renverse par des coups d'État, on les tue souvent, on crée des situations telles qu'ils sont obligés de ravaler leur langue. D'accord. Fatoumata Zahra, est-ce qu'on peut... Donc pour terminer, oui, rapidement. Kourkanfouga, oui. Mais avant Kourkanfouga, il y a eu Manding Kalikan, 1322, le serment de sa sœur. Kourkanfouga, 1336, beaucoup plus antérieur que l'Habeas Corpus, beaucoup plus antérieur que le code napoléonien, beaucoup plus antérieur que, n'est-ce pas, la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est vrai, on nous dira que nous étions là, nous avions commencé, etc. Mais encore une fois, l'Occident a réussi cette prouesse-là de vendre son histoire à l'humanité entière et d'en faire le seul cheminement légal
légitime, normal, que tout le monde doit suivre. Les périodes les plus fastes de l'Occident sont devenues les périodes fondateurs ou fondatrices ou refondatrices de l'histoire de l'humanité. Mais est-ce que tout cela n'est pas de la faute de nos élites? Quand il dit aujourd'hui, nous avons une histoire, le Kurukanfuga, on dit que ça a été la première charte du monde. Mais pourquoi nos élites n'ont pas pu s'inspirer de Kurukanfuga et qui continuent toujours de mimer avec les pratiques en Occident? Alors, le temps que notre fille ne prenne la parole, je voulais dire deux choses là-dessus très rapidement. Première chose, c'est que je parlais de nos programmes d'enseignement, du type d'école que nous avons. Quand quelque chose ne s'enseigne pas en famille, à l'école, par les partis politiques, par les organisations de la société civile, l'élite peut en être informée, mais pas le peuple en tant que tel. Première chose. Autrement dit, si nous voulons revenir à nos valeurs endogènes fondamentales, à nos valeurs sociétales, il est essentiel de faire deux réformes. La première, c'est de se dire que l'histoire, de l'enseignement de l'histoire, la recherche historique sont des activités nationales qui doivent requérir toute l'attention de l'État. Deuxième chose, il faudra revoir les programmes d'enseignement tels qu'ils sont aujourd'hui conçus. Faire en sorte que nous nous approprions notre histoire. On ne peut pas aimer un pays qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas défendre un pays qu'on ne connaît pas. Nous allons vous redonner la parole tout de suite. Fatoumata Zahra Traoré, toujours on parle de la responsabilité de nos élites dans ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, il a proposé des solutions, mais avant d'en arriver aux solutions, vous, quels enseignements peut-on tirer de ce que nous avons vécu depuis 30 ans ? Déjà, prenons nos élites. Déjà, il ne faudrait déjà pas faire les mêmes erreurs qu'eux. On l'a eu à le dire, il y a eu le mimétisme qui était là, il en a beaucoup débattu. Il y a eu d'autres aspects. Et je pense qu'actuellement, la jeunesse est sur un champ de mieux comprendre les choses et mieux s'impliquer. Il y a eu un moment où la corruption avait vraiment émis un problème dans le système politique malien. Mais aujourd'hui, on prend conscience qu'il y a eu des erreurs. On a fait ce mimétisme. Il y a nos élites qui étaient là, qui n'ont pas bien joué leur rôle, mais qu'on veut vraiment, nous, en tant que jeunes, prendre cette responsabilité de mieux diriger certaines choses. S'agissant de bilan, je dirais que aujourd'hui, le Mali est à une phase assez mitigée, là, si je peux le dire ainsi. Pourquoi je dis ça? On ne sait plus qui, vers où et sur qui exactement compter. Le peuple dit c'est à nous on compte aujourd'hui, je prends juste l'exemple sur Assimi. Le peuple dit aujourd'hui on fait confiance à Assimi. Pourquoi? C'est parce qu'il fait ce que la population souhaite quelque part qu'il fasse. On a besoin de repères. Certes, nos élites, on ne peut pas forcément leur accuser de tout et de rien. Ils ont fait leur part. Ça n'a pas marché à un moment. Et je pense que la relève vient certainement à la jeunesse. Mais comment vous expliquez cette perte de confiance? De plus en plus, les Maliens perdent confiance aux hommes politiques, en la démocratie. Comment vous expliquez cela? Je dirais que c'est parce qu'ils n'ont pas su jouer leur rôle en tant que politique. Pourquoi je le dis? On met en place un programme qui est là. On part voir une communauté. On leur explique notre programme, c'est ça. C'est dans le cadre du développement durable et dans le cadre du développement de votre communauté. Et au bout d'un moment, on est élu. Il y a un président qui est là ou il y a un représentant législatif qui est là. Et 3 ans, 5 ans, le travail qu'il a décidé de mettre en place pour le développement de cette communauté n'est plus là. Pourquoi faire confiance à cette personne qui nous a promis de l'eau, cette personne qui nous a promis de la nourriture? Cette personne est élue et il ne fait pas ce qu'il faut. La confiance est certainement brisée. La confiance ne peut pas
être là quand on parle et que les actes ne suivent pas. D'accord, les actes ne suivent pas. Pérignama Silla, nous avons vu, M. Barry l'a dit, un des principes de la démocratie, c'est les élections. Comment vous pouvez comprendre que des gens qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sortent dans la rue pour renverser un régime démocratiquement élu? Quelle explication à cela? Est-ce que c'est la déception ou c'est quoi? Bon, d'abord, est-ce que les gens qui sont sortis pour renverser un régime démocratiquement élu avaient les mêmes objectifs que le régime qui était élu? Est-ce que le régime élu a travaillé selon les promesses qu'il avait faites? En tout état de cause. C'est-à-dire qu'il faut prendre notre système démocratique tel qu'il est, c'est-à-dire que nous avons des tares, je dirais des tares de croissance. Et en réalité, toute démocratie naissante véritable est soumise à l'instabilité. Il faut connaître l'histoire de la démocratie en Europe pour comprendre qu'il faut beaucoup de chemins pour que la démocratie vraiment arrive à se stabiliser. Mais ne perdez jamais de vue ce que je vous dis, la démocratie n'est rien si les gens ne vivent pas correctement. Mais pourtant, c'était l'objectif de cette démocratie. On dit qu'en dictature, voilà, le pouvoir est concentré dans les mains d'un régime, d'un clan, les autres sont dans la misère. Comment comprendre que malgré la démocratie, on est toujours dans cette misère? Mais c'est ce que je vous ai expliqué tantôt, parce que nous sommes dans un système de domination où nous sommes privés de nos propres ressources au bénéfice des multinationales, au bénéfice du capital financier international. Comment faire pour en sortir maintenant? Justement pour ça, il faut une cohésion nationale. Il faut une unité nationale pour faire face à cette domination et briser les chaînes de la domination. Et pour cela, il faut une véritable organisation révolutionnaire. J'ai parlé tantôt du président Alpha. Alpha t'explique dans le même discours qu'il a reculé parce que le pays était divisé et que donc il ne pouvait pas faire face aux pressions de la Banque mondiale et du FMI. Sinon, si le pays était uni, il aurait pu faire face. C'est-à-dire que quand nous sommes unis, on peut faire face aux injonctions de l'étranger. Mais ça veut dire qu'il faut que d'abord les dirigeants soient clairs, honnêtes, que leur objectif ne soit pas de s'enrichir, mais plutôt de sortir le pays de la misère. D'accord. Voilà, de servir le peuple. D'accord. Madame Traoré veut réagir à... Je veux juste rebondir sur un point. Oui. Quand il a parlé de l'implication externe, moi je dirais que, prenons juste l'exemple sur Modibo Keïta. Ce n'était pas un régime démocratique, mais c'était un régime socialiste, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas? D'accord, et à son époque, il faudrait dire que quand on est un État, il y a des accords, des partenariats et des collaborations. Surtout parlons de mondialisation aujourd'hui, qui se passe entre nous et les autres États. Quelque part, certes, je serais d'accord avec vous sur des points qu'on n'a pas eu le choix. On a été obligé ou contraint à faire certaines choses malgré nous. Mais il faudrait dire que Modibo Keïta, il a su taper sur la table au moment où il fallait pour revendiquer les droits du territoire malien, du Mali en tant que tel. Il y a eu la création des usines. Il a su montrer cet amour pour son pays. Et il a tapé sur la table. Il n'a pas eu de peur à le faire. Donc si aujourd'hui, on dit que oui, il faudrait... peut-être que je vous ai pas assez bien compris. Mais si c'est dans le sens où... d'où je parle actuellement, je pense que ce serait assez impossible pour le Mali de vraiment se départir du monde, de l'autre monde. C'est vraiment pas possible parce qu'on est dans la mondialisation. Il faudrait signer des accords, certes, faire des collaborations, mais qui nous est avantageux et gagnant-gagnant surtout. Moi, je pense que... D'accord, ouais, juste avant de réagir, puisque nous n'avons plus que 2 minutes, M. Pérignama Silla, comme elle l'a dit, le Mali n'est pas le seul pays dans cette situation. En Afrique, pratiquement tous les pays francophones d'Afrique sont sous cette domination
domination. Mais il y en a qui parviennent quand même à développer, les dirigeants parviennent à développer leur pays. Comment comprendre que ce n'est pas le cas chez nous? Rapidement, avant de terminer avec Barry, oui, allez-y. Bon, mais là, quand même, je voudrais quand même préciser, je ne dis pas que nous n'avons pas le choix. J'ai dit tantôt qu'il nous faut l'unité nationale. Il nous faut une organisation. Par exemple, aujourd'hui, le président Assimi doit vraiment unifier toutes les forces vives, honnêtes, patriotiques du pays pour amener des réformes qui profitent à tous. Donc c'est ça la question. Si vous pouvez reprendre votre question. Ouais, non, je disais que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation de domination. Non, moi, je ne vois pas quel pays est plus riche que nous dans la sous-région. Vous allez francophone, vous allez peut-être faire le cas de la Côte d'Ivoire, mais je dis souvent aux gens ce qu'on oublie, c'est que même pendant le temps colonial, la période coloniale, nos parents immigraient en Côte d'Ivoire. Oui, donc la nature a favorisé ces pays et on te dit la 60% des plantations, surtout d'ananas en Côte d'Ivoire, sont la propriété des Français. D'accord. Donc il y a une prospérité fictive. Ok, on termine par Barry, c'est fini en 1 minute. Comment faire aujourd'hui pour renforcer notre démocratie, les acquis qu'on a, les renforcer en 1 minute, s'il vous plaît. Premièrement, la transition actuelle doit être menée à bon port. Elle est dans la droite ligne de l'historique résistance du peuple malien à la domination extérieure. Deuxièmement, il nous faudra nous doter d'une organisation politique. Parce que qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? On a un gouvernement, on a des hommes qui agissent dans le sens du peuple. Le peuple le veut, le peuple soutient, mais il n'y a pas d'organisation politique pour diriger tout cela, pour canaliser tout cela. D'accord. Troisièmement, il faudrait que nous revenions à nos langues nationales. La démocratie dans une langue nationale, dans une langue étrangère est un leurre. D'accord, on va terminer sur ça. Quatrièmement, dernier point, ma fille, c'est très beau de dire que le monde est planétaire, que nous ne pouvons pas nous mettre hors, mais je veux vous dire une chose, que ce monde planétaire-là a une nature, a des dirigeants, a une option, et justement, des pays comme les nôtres servent de faire valoir. Périama a dit une chose tout à l'heure qui est particulièrement importante. L'explication que j'en donne... Je pense qu'on n'aura pas le temps puisque voilà, on est déjà à 45 minutes. Le débat doit durer 45 minutes. On a même dépassé un peu l'heure. Alors, je vous remercie tous. Monsieur Harouna Barry, ancien de l'Union nationale des étudiants du Mali, président d'honneur de l'AMSUNEM, Fatoumata Zahra Traoré de l'association Démocratie 101 et Pérignama Silla du forum du Kénédougou Forum et également d'Espoir Malikoura. Nous parlons aujourd'hui de démocratie. 31 ans après, quel bilan peut-on dresser aujourd'hui de ce parcours démocratique? Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce grand dialogue qui vous a été présenté par Sekou Gadjigo. La mise en onde était assurée par Seydou Ndao, régie vidéo Salim Diouara, et à demain pour un autre numéro du grand dialogue. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.